Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très contents de vous accueillir à la rédaction de l'ADN, comme tous les vendredis de 12 heures à 12h30 pour l'émission Tendance. Aujourd'hui, il sera question des effets de meute. Depuis quelques mois, on les a vus à l'œuvre, ces mobilisations qui renversent les ordres établis. On peut penser à l'affaire GameStop, où de jeunes traders en herbe menacent jusqu'à Wall Street. On peut penser aux fans de K-pop qui détournent un meeting organisé par Trump. Alors, qu'est-ce que c'est que ces effets de meute? Est-ce que ce sont des bad buzz comme les autres ou qu'est-ce qu'ils ont de si particulier et comment les marques pourraient se débrouiller pour jouer avec ou en faire en tout cas quelque chose qui soit constructif avec leur communauté? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Mélanie Rosen, rédactrice en chef de l'ADN Web, Marine Proté, qui s'occupe plus spécifiquement des sujets tech, David Julien Ramil, qui est plus spécialisé sur la question des médias, et Alice Huot, qui est spécialiste des usages et des comportements. Vous connaissez un peu les règles. À la droite, vous avez le chat sur lequel vous pouvez échanger entre vous et évidemment avec nous. Et puis, à côté, un onglet spécifique pour les questions. À partir de 12h20, on reviendra sur les questions que vous voulez bien nous poser. Pour commencer, c'est avec toi, Alice, qu'on commence. Tu as beaucoup travaillé sur l'affaire GameStop. Alors, GameStop, c'est vraiment le premier bad buzz, en tout cas effet de meute de l'année. Ça a commencé en janvier dernier. Est-ce que tu peux nous rappeler comment cette affaire-là a fonctionné? Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment une illustration parfaite de l'effet de meute qui s'est déroulé donc, en janvier 2021. En fait, c'est un peu... on a vu ce qui se passerait si les investisseurs privés faisaient la pluie et le beau temps à Wall Street. Avec l'action GameStop, en fait, au début janvier, elle valait $17. Le 27 janvier, elle valait $347. C'est 20 fois plus. Alors que GameStop, en fait, c'est une enseigne de distribution de jeux vidéo, donc qui est vouée au déclin dû à la dématérialisation des supports. Ça, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Sauf que il y a des petits malins sur Internet qui se sont tous alliés pour faire monter cette action. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que c'est un forum donc, qui est pas nouveau, en fait. Il s'appelle Wall Street Bets sur Reddit. Il a été créé en 2012. C'est un endroit où on s'échange un peu des petits tips d'investissement, mais il y a une ambiance très YOLO. Donc, c'est-à-dire, parfois, on voit des gens qui postent des messages du genre « Ah, j'ai $5 000, qu'est-ce que je fais avec comment j'investis ?» Donc, il y a une idée vraiment de ne pas prendre au sérieux la bourse. Il y a une notion un peu de trolling, très anti-système aussi. Et d'ailleurs, la bête noire donc des membres de Wall Street Bets, ce sont les fonds spéculatifs qui font du short selling. Donc, en langage financier, le short selling, ça veut dire vendre à découvert, c'est-à-dire qu'on vend quelque chose qu'on n'a pas à un prix en espérant qu'il descende. Donc, c'est comme si je vous vends aujourd'hui un smartphone à 450 € que je n'ai pas en ma possession et je vous dis que je vous le livre dans 6 mois. Dans 6 mois, moins un jour, je l'achète à 350 €, donc je me suis fait 100 € sur votre dos. C'est ça l'idée. Sauf que si vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait une rupture de stock mondial de smartphones, mon smartphone, je vais le payer 550 € et donc j'aurais perdu 100 €. Donc c'est exactement cette mécanique-là qu'ont utilisé les membres de Wall Street Bet. Et donc ils ont appris qu'il y avait des fonds qui shortaient l'action GameStop et ils se sont alliés en masse pour acheter et donc faire flamber le cours. Alors, comment on peut anticiper ces effets de meute? Parce que ce groupe existe, mais enfin, il est relativement invisible. Il est constitué de gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ont cet intérêt commun pour les effets de bourse, mais comment on peut voir ce qui se passe là et savoir ce qu'ils comptent faire et comment ils veulent s'organiser? Justement, en fait, c'est ça qui est le plus intéressant dans cette histoire. C'est pas tellement ce qu'ils ont gagné, parce que d'ailleurs, en majorité, ils n'ont pas gagné d'argent. Il y a des fonds spéculatifs qui ont gagné de l'argent, donc ils n'ont pas du tout fait péter le modèle de Wall Street. En revanche, ils ont montré à Wall Street qu'ils étaient là et qu'il allait falloir compter avec eux. Et ça, c'est important. Et donc, il y a à Wall Street, ça les affole vraiment. Et donc, il y a des plateformes donc, d'écoute sociale, en fait, qui se développent de plus en plus. Il y en a une donc, qui existait avant, mais qui s'appelle
ThinkNub Alternative Data. Et il y a son fondateur, Justin Jen, qui disait à CNN Business que tous ses clients lui demandaient « on veut savoir ce qui se passe sur Wall Street Bet, on veut savoir ce qu'il se dit ». Donc en fait, c'est maintenant, les investisseurs vont plus regarder Bloomberg quasiment, mais ils vont regarder ce qui se dit sur Wall Street Bet. Alors, cet effet de meute dans l'affaire GameStop, on l'a suivi d'assez près. Tu as aussi mené une enquête sur ce qu'on appelle les scalpers. Alors, les scalpers, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font? Alors, ouais, effectivement, Wall Street Bet, en termes d'organisation de meute, c'est vraiment le niveau 0. Il y a des groupes qui sont beaucoup mieux organisés. Et donc, c'est le cas des scalpers amateurs. Donc, c'est notamment vrai dans le milieu de la basket. Donc, on a des jeunes, enfin des ados, mais aussi jeunes que 16 ans. En gros, ils ont entre 16 et 22 ans. Et ils se réunissent dans ce qu'on appelle des groupes, qui sont donc des groupes beaucoup plus structurés, où là, ils s'échangent des informations quasiment financières sur la valeur de telle basket, quand est-ce qu'elle sort, comment l'acheter. C'est très codifié. Il y a même un langage qui est très particulier. Et oui, effectivement, là, c'est une organisation très millimétrée et de cette meute qui agit ensemble. D'accord. Donc, des amateurs de bourse qui s'organisent pour défier les Wall Street, des amateurs de basket qui s'organisent pour acheter des baskets en format RAID. Donc, on voit effectivement cet effet de meute commencer à s'organiser de manière très claire. David, tu observes ça du côté des médias. Qu'est-ce qu'on peut appeler ces effets de meute quand on voit les phénomènes de RAID que tu suis très régulièrement? Ouais, effectivement. Donc, pour le dire simplement, le définir simplement, un raid, c'est un effet de meute, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes plus ou moins important qui va se rendre à un endroit en particulier et en général saccager ce qui se passe. Donc, c'est souvent organisé depuis un forum ou une application de messagerie comme WhatsApp. Et c'est un phénomène qui est pas du tout neuf en fait, mais même s'il n'a pas vraiment été étudié en profondeur, les vieux routards de la culture web connaissent quand même ce phénomène. On a tendance à le dater du côté de 2006 à peu près. Les premiers raids vraiment connus, c'était ceux qui étaient organisés par le forum 4chan sur un jeu vidéo qui s'appelait Habbo Hotel. Alors, Nicolas, peut-être que tu peux passer une image que j'avais mis qui vous donnera peut-être une impression des messages qui étaient postés à l'époque sur 4chan. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Habbo Hotel, en fait c'était une sorte de jeu vidéo et de réseau social dans lequel on se créait un avatar et on allait discuter avec d'autres internautes dans une sorte d'hôtel virtuel. Voilà. Et donc les trolls de 4chan se donnaient rendez-vous à la même heure sur un serveur. Ils customisaient un avatar pour qu'ils aient tous à peu près la même tête et ils débarquaient dans le jeu en masse pour bloquer des accès à un étage, se positionner ou aussi bien se positionner pour dessiner des croix gammées ou des fossiles et des marteaux dans les niveaux. Donc voilà, c'était quelque chose qui énervait quand même pas mal et les créateurs du jeu et les utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que 4chan a vraiment été pendant très longtemps l'endroit depuis lequel on lançait des raids numériques avec notamment les Anonymous, qui étaient basés là-dessus dans la deuxième moitié des années 2000. Et donc, les techniques préférées des Anonymous, c'était soit d'aller flouder les forums, c'est-à-dire d'arriver en masse sur un espace de discussion et de le saccager à coups d'insultes ou de gifs porno, ou bien de lancer des attaques DDoS, donc des attaques par déni de service, qui consistaient à faire sauter un serveur qui hébergeait un site en lui envoyant des milliers de requêtes d'un seul coup. Et la méthode a été beaucoup utilisée pour le trolling, mais c'est aussi un outil de mobilisation militant. Et ça a été notamment utilisé dans les années 2008-2010, quand Anonymous s'est mobilisé contre la scientologie. C'est un peu la question qu'on se posait au départ. Donc, ce qu'on a appelé les effets de meute en 2021, on voit que ça n'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau dans ces formats de raids organisés ? Ce qui a changé véritablement, c'est le web en fait et le terrain d'affrontement sur lequel on se place. Donc avant, on s'attaquait à des forums ou bien à des sites web. Maintenant, on s'attaque à des comptes sur les réseaux sociaux. Donc dans le cadre d'une enquête que je suis en train de mener pour la prochaine revue de l'ADN que je vous encourage à acheter, donc une enquête sur la modération et la censure sur les réseaux sociaux, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui tiennent des comptes soit féministes, soit qui appartiennent à la fachosphère et qui m'ont décrit cette guerre culturelle qui se livre sur les
les réseaux depuis des années. Et donc le grand jeu, ça consiste à réduire l'activité d'un compte adverse, voire même de le faire fermer en utilisant des outils de signalement et des outils de modération. Donc j'ai discuté avec Elvire Duvel-Charles qui tient le compte Clit Révolution, donc qui est un compte féministe qui parle de sexualité mais qui ne montre pas d'images explicites et qui est sur Instagram. Et elle m'a expliqué que il n'y a pas si longtemps que ça, elle s'était rendu compte que son compte ainsi que celui d'autres copines à elle avaient été restreints, elles ne pouvaient plus rien poster à part sur les stories. Et en fait, en menant leur enquête, Instagram a été incapable de leur dire ce qui se passait, bien évidemment, et en menant leur enquête, ils se sont rendus compte que leur compte était listé dans les forums 1825 de jeuxvideo.com, qui est l'équivalent français de 4chan, et sur lequel on retrouve souvent des utilisateurs masculinistes. Et donc, en fait, ces utilisateurs s'organisaient pour signaler en masse les comptes. Et comme la modération des réseaux a tendance à agir assez rapidement quand il y a une multitude de demandes de modération qui s'enchaînent, les comptes sautaient vraiment très rapidement, avec parfois des pertes de comptes comprenant plus de 50 000 ou 100 000 abonnés. Et donc, quand on fait ça, c'est ultra efficace parce qu'on s'attaque pas seulement à un compte voilà, juste pour rigoler, c'est aussi, on s'attaque à un moyen de communication, et aussi un outil de travail, donc ça peut faire de vrais dégâts. Et de l'autre côté du spectre politique, donc le youtubeur RDZ, qui voilà, appartient on va dire à la fachosphère, lui m'a confié qu'il avait carrément quitté Facebook parce qu'il en avait marre en fait de voir ces vidéos qui étaient signalées par ce qu'il considérait des militants gauchistes. Et voilà, pour la petite histoire, ce qui est amusant à constater, c'est que chaque camp politique se renvoie un peu la balle sur ces raids-là. On accuse toujours l'autre d'organiser des raids, et on estime aussi toujours que les plateformes qui hébergent les comptes sont toujours complices du camp adverse. Pour les fachos, enfin pour la fachosphère, pardon, les Facebook, YouTube, Instagram sont forcément progressistes, sont du côté des féministes, et inversement, les féministes accusent Instagram, par exemple, de ne pas être suffisamment prompt pour arrêter les attaques en meute. Mmh. Oui, donc on voit que ça se passe sur Twitter, ça se passe sur Instagram, sur tous les comptes en fait qui sont assez engagés d'un point de vue politique, ces effets de meute et de guerre de rue en fait. Donc là, tu nous parlais d'éléments assez violents, mais il y a des raids qui sont aussi bienveillants, on le voit sur Twitter notamment. Oui, c'est ça fera plaisir aux bisounours. Donc effectivement, à faire un raid sur Twitch, ça n'a pas du tout la même signification que mener des raids voilà, qui sont plutôt négatifs sur Insta. Donc c'est vraiment une institution de faire des raids sur Twitch. Ça consiste concrètement, voilà, on a un streamer qui, on va dire, a une communauté solide, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés par exemple. Et à la fin de son stream, il va demander à ses followers d'aller raid un autre compte qui est en général plus petit afin de les soutenir. Donc on va avoir des petits streamers qui sont regardés par quelques dizaines de personnes et qui vont voir débarquer d'un seul coup des centaines de personnes dans leur chat, et ces personnes-là vont s'abonner à leur compte, voire même vont leur donner des subs, c'est-à-dire des abonnements payants. Donc voilà, c'est généralement un moment émotionnel très fort qui est mis un peu en scène en direct, et ça instaure un système de recommandation et de cooptation au sein de la plateforme qui voilà, est vraiment apprécié. Et je vous ai mis un petit lien dans le chat d'une vidéo YouTube qui recense un peu ces grands moments de raid. Voilà. De raid bienveillant. Mélanie, avec toi, nous allons parler de la manière dont les marques peuvent s'organiser par rapport à ces phénomènes de meute. Première chose qu'on peut évoquer, c'est le marketing tout à fait classique qui consiste à jouer avec sa propre communauté et de les constituer et de faire avec. On peut parler des Digital Native Vertical Brands. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à dire cette formulation. Est-ce que tu peux nous parler de ces marques qui savent jouer de leur meute? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est un acronyme un peu barbare. Donc, on va parler des DNVB. C'est des marques qui, en général, ont une communauté très précise. Elles se concentrent sur une catégorie de produits qui leur permet d'avoir une communauté assez engagée dès le départ. Ça peut être la cosmétique pour hommes avec Horace, les matelas avec Teddy Bear, les couches pour bébés écolo avec June, ou les slips français avec le slip français. Donc ça, c'est des produits qui sont très précis, et ce qui fait que directement, la communauté qu'on se construit sait à quoi s'attendre quand on parle avec elle, quand on joue avec elle. On n'est pas sur du gros distributeur, en tout cas pas à l'origine de la construction de la communauté, mais sur des marques qui sont à l'origine parfois même de la conception, de la fabrication et de la vente de leurs produits en direct avec leurs consommateurs et leurs consommatrices, en éliminant tous les intermédiaires possibles. Parfois,
aidé par les fonctionnalités des réseaux sociaux, tout ce qui est social shopping, etc. Ça permet évidemment de construire ces communautés-là. L'avantage, c'est donc que ça permet cette relation directe et un dialogue qui est très très fin, poussé parfois à l'extrême et dans des degrés de transparence qu'on ne connaît pas très bien. Je vais citer l'exemple de June, donc, qui sont ces marques de couches écologiques pour bébés. La fondatrice tient vraiment à faire du produit made in France. Pour certains éléments, c'est pas possible de suivre absolument toute l'origine des matières premières. Donc, elle va faire des lives avec sa communauté pour voir si elle préfère avoir du made in France un peu moins écolo ou du made in Italy, mais dans ces cas-là, plus respectueux. D'accord, donc des marques qui sont capables de constituer des communautés, qui fonctionnent effectivement en meute, très très intégrées dans la marque, ses choix et sa communication. Et parfois, on voit des marques qui sont presque débordées par ces effets de meute, c'est-à-dire que la meute va au-delà de ce qu'ils auraient voulu, ce qu'elles auraient voulu mettre en place. Est-ce que tu peux nous raconter ce phénomène étrange ? Oui, bien sûr. Donc là, les cas qu'on a cités, c'est effectivement plutôt des stratégies qui sont vraiment réfléchies, construites. Et puis parfois, il y a des surprises, en tout cas des éléments un peu étonnants qui font que la communauté dépasse le cadre de communication de la marque. Je vais parler de Too Good To Go, donc c'est une application de panier anti-gaspi. C'est plutôt pensé pour un usage assez solitaire en fait, parce qu'on se géolocalise, on voit ce qui est dispo à proximité de chez soi, on va chez le commerçant, on récupère son panier, on rentre à la maison et on mange. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que très vite, la communauté à constituer des groupes Facebook très locaux avec des échanges de bons plans, parfois la proposition de partager des paniers quand il y a des très grosses quantités. Au total, c'est 40 groupes à peu près avec 50 000 personnes qui contribuent très régulièrement aux échanges. Donc la marque s'est posé la question, enfin l'entreprise s'est demandé est-ce qu'on doit intervenir, est-ce qu'on doit modérer, parce que c'est vrai que c'est vraiment brandé dans le titre des groupes Too Good To Go, je ne sais pas quelle ville, mais ça parle aussi parfois des concurrents, etc. Finalement, les équipes ont décidé de laisser ces groupes vivre tout en les observant de très très près. C'est hyper intéressant pour les équipes de comprendre comment fonctionne sa communauté. Mais ce qui s'est passé du coup, c'est que Too Good To Go a décidé plutôt de créer des groupes parallèles. Je vais vous partager, enfin Nicolas va vous partager dans le chat un groupe dédié à l'entraide pour commencer sur l'anti-gaspillage, par exemple. Donc, c'est une autre forme de dialogue, ou alors propose à ses membres de se rencontrer en vrai. Bon, ça, c'était plutôt vrai avant le Covid, mais du coup, d'organiser des cafés, par exemple, pour initier à l'anti-gaspillage. Ok, donc des communautés qui s'avèrent, enfin des meutes qui s'avèrent tout à fait bienveillantes, mais parfois ça n'est pas le cas. Parfois, effectivement, la communauté se renverse et l'effet de meute va plutôt contre la marque. On l'a vu assez récemment avec Louis-tu. Ouais, c'est vrai que alors la contrepartie de cette stratégie de construire vraiment toute sa force de marque sur sa communauté, c'est que ça peut assez rapidement s'écrouler. Louis-tu, sur le papier, c'est absolument tous les ingrédients des DNVB, c'est des bijoux made in France, une marque assez sympa. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que certains collaborateurs et certaines collaboratrices de la marque se sont tournés vers le compte Instagram Balance ta Startup, qui est là pour récolter les témoignages un peu abusifs des jeunes entreprises. Et donc, ce que les internautes ont découvert allait vraiment à l'encontre de ce que promettait la marque. On était plutôt sur du Made in China et des conditions de travail complètement déplorables. Ça a été dévastateur très, très vite. Avec une perte de plus de 25 000 abonnés sur Instagram en 48 heures seulement. Et les chiffres continuent de tomber, c'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté. La plateforme Social Blade continue d'enregistrer les pertes, donc qui sont moins spectaculaires, je vais dire, parce que on n'est plus dans le feu de l'action de la dénonciation, mais ça continue à être plusieurs centaines de désabonnements chaque jour, ce qui est quand même plutôt conséquent. Voilà, donc des effets de meute qui peuvent être tout à fait bons et bienveillants, et puis des effets de meute qui peuvent être effectivement extrêmement difficiles à cadrer. Marine, dans le cadre d'une enquête que tu mènes pour la prochaine revue, tu t'es intéressée au phénomène des social tokens, comment les influenceurs créent leur propre meute et fait en sorte de les fidéliser et de travailler avec eux. Oui, effectivement. Donc, c'est un nouveau moyen, en fait, d'interagir avec sa communauté et d'essayer, on va dire, de dompter, entre guillemets, la meute en la récompensant.
Donc, je vais vous citer l'exemple d'une créatrice de vidéos ASMR sur Instagram. Donc, pour rappel, les vidéos ASMR, c'est des vidéos qui ont des effets relaxants par leurs effets sonores ou visuels. Et donc, cette créatrice, elle s'appelle Laurel Driskill. Elle a à peu près 220 000 abonnés sur Instagram. Et il y a quelques mois, elle a lancé en fait sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le Tingles. Le tingle, c'est le nom des picotements qu'on ressent quand on regarde une vidéo ASMR. Et l'idée, en fait, c'est quand vous achetez, vous investissez dans la monnaie de Laurel, en fait, quelque part, vous misez sur elle. Parce que si Laurel, dans quelques mois, elle devient extrêmement connue, que sa communauté grossit, ça veut dire que sa monnaie va être de plus en plus utilisée et que vous aurez quelque part fait un retour sur investissement, puisque le jeton dans lequel vous aurez investi 2 mois auparavant aura pris énormément de valeur. Donc, c'est un nouveau moyen, en fait, de récompenser sa communauté. Et vous pouvez, l'idée, c'est aussi quand vous achetez des Tingles, vous pouvez avoir des avantages, comme par exemple choisir les vidéos que Laurel va poster sur son compte Instagram. Donc, c'est des nouveaux moyens, en fait, d'interagir avec sa communauté. Donc, c'est pas du tout une exception. Il y a pas mal de créateurs qui sont en train de créer leur propre crypto-monnaie. Il y a des rappeurs aussi qui le font. Donc, c'est encore évidemment très émergent, mais c'est un nouveau moyen, voilà, c'est une sorte de carte de fidélité, si vous voulez, revisiter. Cette semaine, tu t'es entretenue avec une VC américaine, Sari Azout, qui parle de cette nouvelle économie participative et qui invite les marques à réfléchir à cette nouvelle modalité d'interaction avec sa communauté, ses meutes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que Sari Azout entend par économie participative? Oui, effectivement. Donc, elle pense en fait que l'économie participative, c'est l'idée non seulement en fait, de faire participer ses clients ou sa communauté, mais surtout de la récompenser. Parce qu'elle estime que, par exemple, un musicien ou une marque, sa plus grande valeur, c'est ses clients ou ses fans. Et que pour récompenser ses fans, il faut redistribuer la valeur que cette communauté crée. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Donc, j'ai cité l'exemple des social tokens, qui est de créer une crypto-monnaie, mais ça peut aussi passer par des choses un peu plus simples. Je voulais vous parler à ce titre d'une marque qui s'appelle Nidé. Donc, c'est une marque de cosmétiques. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent à leurs clients de soumettre des idées de produits. C'est-à-dire, vous pouvez à tout moment, si vous avez l'idée d'un produit qui n'existe pas sur le marché, mais que vous voulez avoir, vous pouvez soumettre l'idée à Nidé. Ensuite, l'équipe de Nidé va opérer une première sélection. Et parmi les idées qu'elle aura présélectionnées, elle fera ensuite un vote auprès de sa communauté. Et le produit qui aura remporté le plus de votes, eh bien, sera mis en production. Et l'idée, c'est ensuite de récompenser financièrement la personne qui a eu cette idée en lui reversant 10% des bénéfices des ventes de ce produit à vie. Donc, ça va un cran plus loin en fait, de ce que Mélanie expliquait sur des marques qui vont un peu co-créer avec leurs clients. C'est que là, non seulement ils co-créent, mais qu'en plus, ils sont récompensés pour leurs idées par des moyens financiers. Oui, le client devient non seulement co-créateur, mais ça, ce n'est pas forcément un phénomène hyper nouveau, mais vraiment intéressé aux bénéfices. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus simplement consommateur, on est carrément sur un nouveau pacte et une nouvelle façon de créer sa communauté et éventuellement mettre en place son effet de meute maison, quoi. Il est 12h24, on est un petit peu en retard pour prendre les questions. Une question de Candice. Que prévoient les GAFA pour modérer ces signalements? Alors, il se trouve qu'on a pas mal travaillé sur ces sujets, David. Ouais, effectivement. Alors, ce qu'ils prévoient, difficile à dire. Je pense qu'ils sont surtout ils sont sur 2 sons de cloche, en fait. Le premier, c'est qu'ils ont des États qui leur demandent de modérer toujours plus vite, toujours plus rapidement des contenus considérés comme étant illégaux, donc voilà, vidéos violentes, appels à la haine, pédopornographie, etc. On a une pression vraiment forte
pour que leur service de modération s'accélère et s'agrandisse, et qu'ils puissent filtrer a priori et aussi a posteriori plus rapidement. Et en fait, c'est sur cette accélération-là que se jouent ces effets de meute, en fait, parce que avant, pour signaler un compte et voir un effet, il fallait, ça demandait plus de temps. Il fallait pour qu'un compte soit effacé. Je me rappelle toute l'affaire autour de Sirenelli, là, Agnès Sirenelli, qui était une femme politique militante, très homophobe. Il a fallu plusieurs mois pour que Twitter décide de lui supprimer son compte, alors qu'elle était signalée continuellement. Aujourd'hui, les choses sont différentes, notamment depuis, je pense, la purge qui a été faite du côté des militants de Trump. Et maintenant, les réseaux sociaux sont vraiment obligés, enfin, se sentent obligés de supprimer beaucoup plus rapidement. Et en fait, les outils de modération servent à ça, finalement, pour faire des raids. Donc, à partir du moment où les réseaux sociaux ne se posent plus de questions et censurent avant de voir vraiment s'il y a vraiment besoin de censurer ou pas, ce délai de réponse très court est utilisé par des meutes pour harceler d'autres comptes. Voilà. Oui, on a vu que TikTok ou Twitch avaient pas mal communiqué ces derniers temps sur leur capacité de modération, leur politique de modération. Et est-ce qu'ils sont revenus sur les effets de meute ou c'est pas forcément ces sujets-là qu'ils ont abordés dans... Je pense que vraiment, ce qu'ils essayent vraiment d'éviter, c'est les harcèlements de meute. C'est-à-dire que là, je parlais des effets de meute en mode supprimer des comptes, mais avant ça, effectivement, il y avait le système de harcèlement, c'est-à-dire voilà, une meute qui débarque souvent après une indication venant de la part d'un influenceur, enfin d'une personne influente, et qui débarque dans les mentions de quelqu'un et qui vont le trasher, qui vont lui envoyer des DM, des menaces de mort, etc. Ça, ce système-là, donc on peut voir sur Twitter, sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux, c'est ce problème-là sur lequel les plateformes sont en train d'essayer de travailler. Et je vous partagerai un article qu'on a fait récemment sur Twitch, qui a rendu public leurs chiffres sur la modération, et ils estiment qu'en tout cas leur effort est en train de payer avec une diminution justement des harcèlements en meute en ce moment, quoi. Voilà. Mais effectivement, il y a tout un travail qui est fait en ce moment de transparence. Alors, transparence à moitié, parce que moi, j'ai eu Facebook il n'y a pas si longtemps au téléphone qui me disait on ne peut pas donner toute notre stratégie de modération comme ça de manière totalement transparente, parce que sinon, les gens vont forcément inventer des stratégies pour contourner ça. Et en fait, il y a toujours une course qui est en train de se faire entre les gens qui vont harceler, qui vont faire des raids, et les plateformes qui vont régler un peu leur système de modération. Guy Philippe se demande si la Commission européenne s'interroge et agit avec le Digital Act, par exemple, qui est effectivement en cours. Est-ce que tu as des choses là-dessus, David ? Je préfère être franc, j'avoue que je suis beaucoup moins renseigné sur cette partie-là. Je sais qu'ils travaillent sur les contenus haineux et que voilà, il y a encore cette pression qui est mise en place sur les plateformes sociales pour qu'elles puissent les supprimer au plus vite, mais rien sur les effets de meute, entre guillemets, qui utiliseraient la modération pour supprimer d'autres comptes. Oui, il y a effectivement ce projet qui est en cours, ce qui est certainement une bonne chose pour pousser les réseaux sociaux à être beaucoup plus impliqués sur ces questions et transparents. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé sur la partie effet de meute clairement sur ce qui est en cours. Eric se demande si le dark web a quelque chose à voir là-dedans. Alors certainement, mais c'est vrai que là, on est plutôt sur des effets qui sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus organisés. Quand Alice, tu parles des scalpers, par exemple, c'est pas du tout sur le dark web que ça a lieu. C'est là, en l'occurrence, on parle de Reddit. Ouais, au Discord. Donc c'est visible. C'est pas facile d'y rentrer dans ces groupes, mais c'est tout à fait visible. Il suffit de regarder au bon endroit. Oui, c'est très marrant d'ailleurs ce côté visible, pas visible. Donc les scalpers, c'est jeunes, très jeunes, qui ont quelquefois moins de 20 ans, qui s'organisent pour faire des raids d'achat de basket. Tu as toi-même essayé d'entrer dans un cook group. Je crois que tu n'y es pas arrivée, Alice. Non, c'était un échec cuisant. En même temps, ça demande vraiment des compétences un peu pointues en basket, en rapidité et en vraie motivation.
Alors, une dernière question, Anthony, y a-t-il des exemples d'effets de mode digital qui auraient donné lieu à des rassemblements physiques? Je ne sais pas si on peut parler du Capitole. On ne t'entend pas, David. J'essaie de mettre mon micro, ça ne marche pas. Oui, clairement. Alors, le Capitole, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'au début, on a beaucoup effectivement pointé du doigt le discours de Donald Trump, qui a effectivement été la petite étincelle qui a déclenché le truc. Mais en ce moment, il y a une enquête qui est menée par les internautes. Il y a la justice s'en occupe, mais il y a aussi beaucoup d'internautes qui sont voilà, contre ces mouvements aux États-Unis, qui enquêtent et qui notamment épluchent les archives de parleurs. Et en fait, ce qu'ils indiquent, c'est que le raid sur le Capitole a été prévu, planifié, imaginé des semaines en avance. Et donc, en fait, ça s'est déroulé même, enfin, je veux dire, en pleine, de manière très visible. En fait, c'est pas besoin d'avoir le darknet. Hein. Il suffisait d'aller sur Parler, qui est donc un réseau social qui est très orienté à l'extrême droite, parce qu'ils basent leur croissance sur cette population-là, des déçus de Twitter, etc. Et pendant des semaines et des semaines, les militants se sont chauffés, se sont organisés, disaient on va aller là, il faut qu'on aille viser là. Il y avait des plans qui étaient partagés, les plans du bâtiment. Donc en fait, c'était totalement prévu plus ou moins à l'avance. Et là, dernièrement, il y a eu une grosse crainte, des rumeurs qui disaient que il allait y avoir une nouvelle invasion du Capitole le 4 mars. Et tous les spécialistes qui sont justement, qui surveillent ces réseaux sociaux disent non, c'est pas vrai. Nous, on surveille les réseaux, on est dans les groupes et on voit qu'il n'y a absolument rien qui est organisé, quoi que ce soit. Donc, faut savoir que ces trucs-là, les services de renseignement sont aussi sur ces groupes-là et monitorent et surveillent ce qui s'y passe. Hein. Donc, voilà. Merci à tous. Il est 12h30 passé, donc il est temps de nous séparer. On se retrouve la semaine prochaine où il sera question de l'économie des avatars, cette économie full numérique où sur le numérique, on achète des objets numériques avec parfois de la monnaie numérique. Merci à tous. Je vous rappelle que la dernière revue de l'ADN est sortie. Il y est question de mode de seconde main. Il y est question aussi d'économie des avatars, dont on parlera donc la semaine prochaine. Et le numéro spécial des tendances 2021, est encore disponible. Merci à tous. Merci Marine, merci Mélanie, merci Alice, merci David. Merci Nicolas qui est derrière les écrans. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.